Bienvenue sur cet événement. Donc, le président Gilles Roussel a décidé d'ouvrir à l'ensemble du personnel de la Cité des Cartes. Donc, annuellement, on fait cette petite réunion, enfin, un petit événement autour des personnels de l'UPEM. Donc, cette année, on a décidé d'ouvrir à l'ensemble des établissements de la Cité des Cartes pour effectivement symboliser aussi le gros chantier qui s'amène maintenant devant nous, qui est la constitution de la nouvelle université du Salé-Fait. Et il se trouve aussi que Gilles Roussel est le président de la conférence des présidents de l'université. Et dernièrement, la conférence de l'université et la conférence des grandes écoles a travaillé autour du développement durable. Et c'est l'occasion de réaliser aussi cette journée sur le développement durable et donc d'avoir un certain nombre d'échanges d'un certain nombre de collègues d'autres établissements pour faire un petit peu un petit point sur où est-ce qu'on en est et ce qui pourrait améliorer un petit peu sur ce sujet. Donc j'ai une autre collègue qui va vous présenter les différentes présentations et écoutez, bonne séance. Bonjour. Alors nous allons débuter avec l'intervention de Mélanie Trouchou, qui est chargée de mission communication et marketing territorial au sein de l'Agence d'État de développement. L'intitulé de l'intervention est les acteurs économiques locaux. Sociétés présentes pour l'instant avec 5000 salariés et également il est prévu la création de 13 500 nouveaux emplois. On a un accès facilité à la recherche et à l'expertise, notamment grâce à la présence des écoles et des équipements présents sur le territoire. On a des accès facilités à des laboratoires et des équipements de recherche. On a des démonstrateurs qui permettent des opportunités d'expérimentation de solutions innovantes en conditions réelles. Donc, par exemple, on a le bâtiment Bienvenue, labellisé haute qualité environnementale. On a un projet qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, qui est la route de 5e génération, qui va pouvoir s'auto-diagnostiquer. On a par exemple la mini-ville Sun City, qui est un hall climatique dans lequel on va pouvoir tester les répercussions, les changements de température dans un environnement. Donc ça, ce sont que 3 exemples. Il y a nombre de projets présents sur la Cité des Cartes. Donc, pour vous faire une idée plus précise du cluster, voici une carte. On voit très clairement la proximité qu'on a avec Paris. Et on voit aussi donc la présence de différents acteurs économiques sur le territoire.
On a les écoles avec l'UPEM, l'ESI, l'école des ponts, l'école d'architecture, etc. Donc plusieurs écoles qui vont permettre aux entreprises d'avoir un accès facilité aux formations et à l'apprentissage, aux chercheurs. Et voilà. On a également des instituts et des équipements de recherche, par exemple avec il est caché derrière l'IFSTAR et SenCity, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a les salles blanches de l'ESIE qui vont permettre de fournir un appui technologique en nano et en microtechnologie. On a le FCBA, qui est un institut technologique forêt cellulose pour la construction ameublement. Bon, pour faire court, ils font de la sylviculture durable, de la transformation de bois et du bois d'ameublement. Voilà pour ça. Et on a enfin des entreprises présentes sur le territoire avec des parcs d'activité présentes sur le côté ici, et des entreprises de la start-up aux entreprises développées. On a par exemple 3 sièges sociaux très importants ici, comme la Casdel, Céleste et Numérica. Donc, je vais maintenant vous parler de la maison d'entreprise innovante, qui est un équipement dédié à l'accompagnement et à la création d'entreprises innovantes sur le thème ville durable et ville de demain. Donc tout y est réuni pour créer pour qu'un entrepreneur puisse créer sa start-up vraiment d'avant sa création jusqu'au moment où elle peut s'implanter. On a l'incubateur qui va permettre d'accompagner un entrepreneur dans la création et même avant la création de son entreprise. On a une pépinière qui va permettre d'accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Et on a un hôtel d'entreprise qui va assurer le sas entre la pépinière et le moment où l'entreprise va pouvoir s'implanter. Et dans le bâtiment est également présent un Fab Lab, qui est un atelier de fabrication numérique dans lequel vous allez trouver diverses machines comme fraiseuses, découpeuses laser, imprimantes 3D, enfin plein de machines. Qui vont permettre aux entrepreneurs de créer leur prototype à moindre coût. C'est également à côté, ça va leur permettre de gagner du temps. Voilà, c'est également un atelier de collaboration et de rencontre entre les différents acteurs du territoire, puisque différents profils s'y croisent, comme les entreprises, mais également les étudiants, les enseignants, les chercheurs et même les habitants de Champs-sur-Marne. Donc, je vais vous parler maintenant de différentes entreprises présentes sur le territoire, des entreprises villes durables qui œuvrent pour ça. C'est qu'un petit échantillon, mais ça vous donnera déjà une idée de ce qu'il y a ici. Donc on a d'abord une start-up qui s'appelle Aglaé, qui a inventé quelque chose d'unique au monde, qui est un sérum qui permet de rendre les fleurs luminescentes. Elles vont pouvoir émettre une lumière douce afin d'éclairer les intérieurs, les événements, et plus tard la ville de demain. On peut imaginer des arbres luminescents pour éclairer les villes à la place des lampadaires. Ce serait une sacrée économie d'énergie. On a Ecodel, qui est une start-up numérique de développement urbain durable. Elle a notamment inventé un outil de modélisation cartographique pour l'analyse de la consommation d'énergie du territoire à l'échelle de tout bâti. Donc ça permet de savoir comment on consomme l'énergie aujourd'hui pour pouvoir prévoir celle de demain. On a Clem qui est présente à la Cité des Cartes, donc c'est une solution d'autopartage électrique communautaire. C'est ce qui permet d'envisager une nouvelle mobilité, une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon d'utiliser le véhicule en ville. Donc ça nous permet de tester une mobilité moderne, plus économique et plus écologique. Et on a Céleste qui a inventé le premier data center écologique au monde. Un data center qui, au lieu d'être construit à l'horizontale, a été construit à la verticale. Donc, ce qui permet de libérer plus facilement la chaleur et de le refroidir plus rapidement, notamment avec l'air extérieur. L'air extérieur est utilisé pour le refroidir et l'air qui chauffe est récupéré en haut pour chauffer les bureaux. Donc on estime le gain de consommation électrique de 35%. Enfin, on a le bon bocal qui fait des repas faits maison et équilibrés, qui l'apporte dans des bocaux placés dans des automates réfrigérés directement à l'entreprise et à disposition des salariés. Donc ça permet aux salariés de manger des repas équilibrés sans avoir à cuisiner. Il y
y a notamment des bacs de récupération des bocaux qui sont installés après des distributeurs. Donc ces bacs permettent de récupérer à peu près 80% des bocaux qui sont lavés, traités et réutilisés ensuite. Voilà. Je vais passer la parole au suivant. Merci de m'avoir écouté. Alors, on a Clémence Garnier pour la prochaine intervention, qui est coordinatrice prévention, chargée de mission développement durable à l'USTAR. Et l'intitulé de son intervention est donc état des lieux des actions réalisées en matière de développement durable. Donc, bonjour à tous. Désolée, c'est un peu décalé. Donc, je vais vous présenter en fait ce qu'on fait en matière de développement durable à l'USTAR. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'USTAR? L'USTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies, des transports et de l'aménagement des réseaux. Donc, l'USTAR, en fait, ça a été créé le 1er janvier 2011 suite à la fusion de deux établissements, donc le laboratoire central des ponts et chaussées et l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. Donc on a une double tutelle qui est le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc l'IFSTAR en fait c'est un acteur majeur de la recherche européenne sur la ville, les territoires, les transports et le génie civil. Donc on fait énormément de recherches sur ce qui touche au développement durable, donc notamment comme l'a dit la collègue précédente, tout ce qui est route 5e génération, où on va notamment créer de l'électricité en roulant sur cette route, donc, qui peut permettre de recharger le véhicule, qui peut permettre d'éclairer la route, mais qui peut permettre aussi de réchauffer la route en cas de verglas. On a également l'équipement City, etc. Et donc les 4 thématiques principales sont donc, la mobilité durable, adapter les infrastructures, maîtriser les risques environnementaux et les risques naturels, et penser et aménager les villes et les territoires. Donc moi là je ne vais pas vous présenter en fait ce qu'on fait en termes de recherche parce que ce n'est pas mon travail, mais je vais vous présenter plutôt ce qu'on fait en termes de développement durable pour les agents de l'USTAR. Donc oui, et donc pour continuer sur l'USTAR, on est 1057 agents et en fait la particularité de l'USTAR c'est qu'on est répartis sur 6 sites en France, dont là on ne voit pas, mais voilà. Donc on est répartis sur 6 sites en France et on a également 2 UNR, donc une unité mixte de recherche à Belfort et à Grenoble. Et donc le siège est situé sur la cité Descartes, à Marne-la-Vallée. Donc ensuite, pour faire justement un état des lieux, il faut savoir que c'est une démarche qui est... on lance la démarche, ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on a réellement commencé cet état des lieux. Donc on est vraiment qu'au début de la démarche. Et moi j'ai vraiment un tout petit quotidien de temps sur cette démarche. On est vraiment au début. Donc, en termes d'énergie par exemple, on est en train de passer progressivement à l'éclairage LED, donc dans certaines circulations, dans certains sanitaires, ou par exemple sur le site de Satori à Versailles, qui a remplacé en fait tout l'éclairage extérieur par des LED. On essaye également de supprimer les ampoules et de passer plutôt vers les ampoules basse consommation. Et on a quasiment, sur tous nos sites, supprimé les chauffages d'appoint qui sont énergivores. Pour le site de Marne-la-Vallée, que vous voyez ici, donc le bâtiment Bienvenue, on a des panneaux solaires pour l'eau de la restauration. Et c'est également un bâtiment qui a le label HQLBC, donc haute qualité environnementale et bâtiment basse consommation. Ensuite, concernant l'eau, donc tous nos sites quasiment sont équipés de chasse d'eau à double débit, donc ce qui permet de limiter la consommation d'eau.
Sur le site de Marne-la-Vallée et sur le site de Lyon, on a des détecteurs qui permettent, ça c'est des choses qui arrivent régulièrement, on n'éteint pas le robinet, donc on a l'eau qui continue à couler, donc les détecteurs permettent d'éviter ça. Et à Lille, on a également des robinets à impulsion. À Lille également, ils ont testé les urinoirs sans eau. On se pose la question encore de l'efficacité, mais en tout cas, c'est en phase de test. Et sur Marne-la-Vallée, on arrosait avant au préalable cette dalle là qu'on appelle la dalle vague, et on a arrêté d'arroser, ce qui fait une certaine économie d'eau. Concernant les déchets, donc sur tous les sites, on a trié les cartons, les équipements électriques et électroniques, les produits chimiques, on a un ramassage spécifique, les cartouches d'encre, les piles, etc. Pour les piles, on a fait appel pour les plus gros sites à une société qui s'appelle Corépile. Et en fait, au lieu de payer le ramassage, parce que c'est une société qui va venir chercher les piles, et bien là, en fait, c'est quelque chose qui est gratuit à partir du moment où on a plus de 90 kg de piles par an. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Concernant la restauration, donc sur tous les sites à part à Nantes, pour le plastique, sinon on trie le verre, les cartons. Et il y a 2-3 mois, sur le site de Marne-la-Vallée, on a mis en place des gobelets recyclables et des touillettes en bois. Avant, c'était des touillettes en plastique et c'était des gobelets qui n'étaient pas recyclables. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à la cafétéria, mais il y a quand même une grosse utilisation de gobelets. Donc voilà, ça permet au moins de les recycler. Et sur les déchets organiques, donc sur Marne-la-Vallée, on envoie en méthanisation les déchets organiques. Sur le site de Lyon, on a mis en place un compost. Et sur le site de Nantes, c'est des cuisiniers en fait, qui ont des animaux comme les poules, etc. Donc ils ramènent en fait tout ce qui est épluchure chez eux pour leur donner à leurs animaux. Donc concernant la restauration, sur le site, on a quand même peu de gaspillage alimentaire, notamment sur les sites de Lille et de Saint-Denis, qui n'ont pas de restauration. Ils ont en fait une salle où chacun amène à manger, donc il y a globalement peu de gaspillage, et ils sont en train de réfléchir, pourquoi pas, à la création d'un petit compost pour justement limiter encore plus ce gaspillage. Pour le site de Nantes, on a remarqué en fait quelque chose de très bête, mais le pain en fait était placé au début quand on prenait le plateau, et en fait on se rend compte souvent que en fonction de notre repas, on va pas forcément prendre du pain. Donc en fait, on a déplacé l'emplacement du pain à la fin pour que en fait, la personne puisse choisir ou non de prendre du pain. Sur Marne-la-Vallée, donc les aliments qui ne sont pas présentés aux clients sont réutilisés. Et à partir de 13h, le salade bar n'est approvisionné qu'à moitié. Et par exemple, des fois, ils réutilisent le pain pour faire, par exemple, hier, on avait du pudding, on peut faire du pain perdu. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de réutiliser au maximum, bien sûr, dans les normes de la qualité de la restauration, mais d'essayer vraiment de limiter le gaspillage alimentaire. On a également sur Marne la base des déchets qui sont affichés de la veille pour pouvoir se rendre compte si on a vraiment un gaspillage ou non. Et sur Marne, Nantes et Lyon, on essaye de privilégier au maximum les circuits courts, les produits bio, la production française, les labels Bleu Blanc Cœur pour la viande, etc. Au niveau de l'entretien des locaux, donc, on essaye sur la plupart des sites d'avoir une clause qui permet d'utiliser des produits qui sont écolabels. Attention aux produits chimiques, puisque c'est vrai que il y a certains désodorisants, on s'est rendu compte notamment à Marne-la-Vallée, où on avait des désodorisants qui étaient nocifs. Donc en général, s'ils sont nocifs pour la santé, ils ne sont pas forcément toujours bons pour l'environnement. Donc les désodorisants, c'est quelque chose qui est quand même pas terrible pour la santé et pour l'environnement. Donc en fait, nous, on les a carrément supprimés. On n'a pas forcément de problématique liée aux odeurs. Sur les sites de Marne-la-Vallée et de Salon, on a des dérouleurs d'essuie-mains lavables. Donc là, ce qui serait bien aussi, c'est de le déployer sur les autres sites où c'est des essuie-mains jetables. Concernant la biodiversité, on a de l'éco-pâturage sur les sites de Lyon et de Nantes. Donc l'éco-pâturage, c'est quoi? C'est en fait on a des moutons qui
qui nous permettent de remplacer la tonte des espaces verts. Alors, c'est pas sur tous nos espaces verts, mais c'est quand même sur notre partie. Et à Lyon, on a même eu la chance d'avoir deux petits bébés. Voilà, et ça crée en fait pas mal de cohésion, puisque les agents viennent les voir. On n'a pas de pollution sonore, on n'a pas de pollution avec les produits chimiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Et l'objectif, ce serait d'essayer de le généraliser sur les sites notamment de Lille. On a beaucoup d'espaces verts. Et on a également installé des ruches sur les sites de Nantes et de Marne-la-Vallée, et on prévoit d'en installer sur les sites de Satory et de Lyon. Et en termes de biodiversité, on réfléchit aussi donc, sur les sites de Nantes et de Lille. On a quand même beaucoup d'espaces verts. Et donc, on est en train de réfléchir à la fauche tardive, notamment pour préserver la biodiversité. Concernant les fournitures de bureaux, donc sur les copieurs, on a diminué fortement les imprimantes individuelles. Il en reste à peu près une dizaine par site. On a une programmation automatique qui est faite en noir et blanc et en recto verso. Et sur certains sites, comme Marne, Lille et Lyon, on a l'option Follow Me qui permet en fait de lancer l'imprimante, mais l'imprimante ne se lance que lorsqu'on met son badge. Et donc ça arrive souvent qu'on se trompe sur une impression ou autre, et donc ça nous permet de supprimer en fait cette impression et de ne pas imprimer systématiquement. Concernant le papier, à Lille, ils ont utilisé du papier recyclé. Et d'ailleurs au ministère de la Transition écologique et solidaire, ils le font aussi. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freins sur la qualité du papier, etc. Mais au final, ce n'est pas tant vérifié que ça. À Lyon, on a une reprographie et donc qui donne les chutes de papier poster à des associations, ça permet d'être réutilisé. Et sur les sites de Salon de Provence et Versailles, tous les papiers qui ne sont pas utilisés sont donnés à des écoles. Voilà, ils sont utilisés pour les enfants, pour faire des dessins, etc. Et on a également, donc, à Marne et à Lyon, la possibilité de faire des bloc-notes avec du papier recyclé. Et on a également quelques commandes qui sont réalisées auprès des actes. C'est vrai que là, j'en ai pas parlé, mais on a aussi une politique handicap qui fait partie du développement durable. Concernant les déplacements, on a 70 véhicules qui composent le parc automobile, en sachant qu'il est encore, même si le parc automobile a fortement diminué, il est encore surdimensionné. Et on se rend compte, donc forcément on a plus de véhicules essence et gasoil, mais on a des véhicules électriques et hybrides qui commencent à apparaître. Et on voit notamment, voilà, je vous ai dit que c'était le début de la démarche et on avait encore peu de visibilité, mais on voit néanmoins l'émission de CO2 du parc de véhicules qui commence à diminuer. Concernant toujours les déplacements, on participe à certains challenges, notamment le challenge mobilité à Lille et à Lyon. C'est en fait des challenges qui sont organisés par la région. Et sur une journée, on va en fait demander à tous les agents, enfin en tout cas à tous ceux qui le souhaitent, de venir avec tous les transports qu'ils veulent, sauf la voiture individuelle. Donc ça peut être le covoiturage, ça peut être la trottinette, le vélo, les transports en commun. Et l'objectif en fait, c'est vraiment de favoriser le transport autre que la voiture individuelle. Et donc on a des personnes qui sont placées aux entrées des sites et qui vont demander à la personne comment elle est venue et est-ce que c'est son mode de transport habituel. Et donc il faut savoir qu'à Lyon, l'année dernière, on a remporté le premier prix. Et on a gagné un vélo électrique. Et on a également un autre challenge qui est le challenge vélo, qui est organisé par la communauté d'agglomération de Nantes. Et on fait également la même chose à Lille. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de faire le plus de kilomètres possible en vélo. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'événementiel, donc on a 3 semaines européennes qui existent, la semaine européenne du développement durable qui a eu lieu début juin. Donc là, l'objectif, c'est de communiquer en fait sur cet événement. Donc j'ai fait notamment une conférence sur les enjeux énergie-climat sur chacun des sites. On a des chercheurs qui ont présenté leur thématique de recherche sur le développement durable. On a eu, à Nantes, ils ont fait une semaine test de tri des déchets sur l'organique, sur séparer les canettes, etc., qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi qu'on avait vraiment peu de gaspillage alimentaire. On a fait également des expositions zéro déchet. On a eu une association qui a fait un gâteau à base de peau de banane. On a eu pas mal d'événements qui ont lieu. Donc l'objectif, c'est de reproduire ça chaque année.
On a la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, et moi j'aimerais généraliser ce challenge mobilité à tous les sites pour qu'on puisse essayer de sensibiliser au maximum la mobilité autre que la voiture individuelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolée, ça m'a été Excusez-moi, c'est du silence. Une question. Vous avez parlé beaucoup de recyclage et à aucun moment vous avez mentionné le recyclage du papier. Oui, bonjour. Je travaille à l'unité et il y a une question qui me pose depuis des années et je ne trouve pas de réponse. C'est pourquoi il me semble si difficile de recycler le papier. On est dans des organismes qui produisent énormément de papier et à ma connaissance, à l'unité et à l'université aussi, ici aussi, on n'arrive pas à recycler le papier. Comment on le fait? Alors vous recyclez parce que vous n'avez pas mentionné. Oui, parce que j'avais un timing assez court et dans la barre, on a un papier, une poubelle à double compartiment où on met les papiers. Alors après, c'est pas forcément le cas sur tous les sites. Oui, mais qu'est-ce qui bloque ça? Parce que nous, au niveau de l'IUT, en tout cas, on n'a pas ça. Et donc je voudrais savoir pourquoi. C'est quelque chose qui est à mettre en place. Après, il faut sensibiliser la société de ménage pour qu'il y ait des. Non, mais c'est d'abord les usagers, si vous voulez. D'abord les usagers, mais s'il y a quelque chose qui est mis en place après. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse par rapport à l'université sur ce qui serait. C'est une question un peu plus générale. Oui, c'est une bonne question. En fait, la problématique du développement durable, je partage votre avis. C'est l'avis de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander uniquement à l'établissement de faire des efforts. Donc il y a Hervé Desvallois qui est avec moi, qui va présenter des choses. Donc sur l'université, on a tenté des expériences. La problématique, c'est qu'effectivement, le comportement humain fait qu'on n'arrive pas à des objectifs dans lesquels on peut effectivement avoir une traçabilité de tout ce qui s'est passé et d'avoir une efficacité sur le tri sélectif. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. On a fait des expériences avec les étudiants. Mais donc là, on a choisi quelques bâtiments plutôt dans le bas de la cité. Notre idée, c'était de l'étendre après. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous êtes volontaire, vous allez voir tout à l'heure. Moi, je sais qu'à l'université, on n'a pas la chance d'avoir un correspondant qui centralise la problématique de développement durable. Mais à l'université, je pense qu'il faut qu'effectivement, on progresse. Donc, je ferai appel tout à l'heure à des volontaires. S'ils veulent effectivement travailler avec nous sur le développement durable, il n'y a aucun souci. Heureusement, je suis pas retraite. Je vais essayer de faire passer le message. Bonjour à tous. Au-delà de notre. Je représente l'UNité à l'école des ingénieurs de Paris, qui fait partie également de la future université Gustave Eiffel. Donc, je vais juste développer un des exemples de nos actions en faveur du développement durable, tout en sachant que l'EIVB développe et produit une série d'actions au-delà de son programme des enseignements, puisque nous sommes une école du génie urbain qui intègre un bon nombre de préceptes du développement durable pour tout ce qui est gestion de la voirie, gestion des transports et gestion énergétique des bâtiments en ville. On voulait vous présenter cette initiative qui est à la fois une initiative de jardin partagé, donc un projet pédagogique, un projet expérimental de collaboration de 3 établissements d'enseignement supérieur, et qui était également à l'origine un projet qui était destiné à soutenir un projet institutionnel de fusion de ces 3 établissements, fusion qui ne s'est pas totalement faite. Donc il s'agit du jardin du clos du partage qui, géographiquement parlant, en fait, est situé au cœur de notre petit campus situé dans le 19e arrondissement, entre 2 de nos bâtiments. Et à l'origine, elle était une friche, en fait, puisque notre école est une ancienne usine, l'usine des jouets mécanos, qui était construite en 21, qui avait été investie pendant une vingtaine d'années par l'école d'architecture de Belleville, et que nous avons
dans lequel nous avons déménagé en 2012. Et ça a été l'occasion du coup d'y faire des travaux. Donc, nous, on a également le label HQE et BBC suite à la haute rénovation. Et nous avons eu 2 parcelles de jardin fortement polluées et avec différentes strates à la fois de pollution, mais aussi de substrat, de déchets de gravats et de déchets de bâtiments tout au long de la vie de notre immeuble. Donc on a décidé, donc, une fois qu'on a intégré ce bâtiment, d'impliquer également l'école du Breuil, donc qui était l'école du paysage de la ville de Paris, qui forme tous les jardiniers, techniciens jardiniers de la ville, hein, qui aménagent et cultivent les différents parcs de la capitale, tout en sachant que la plupart des ingénieurs de la ville, la plupart de ces jardiniers sont managés par des ingénieurs issus de notre école. Et par l'EMSA, qui est une école qui a vraiment intégré notre campus, qui est une école d'assistants en architecture. L'école du Breuil, qui est située non loin qui est située dans le parc de Vincennes. Et si vous avez l'occasion de la visiter, c'est vraiment formidable, parce que c'est là qu'on y apprend toutes les techniques de culture des différents parcs. Donc c'est un chantier, ce jardin du partage, c'est un chantier qui s'est déroulé en 3 temps. D'abord, on a restitué les travaux et évalué un peu le travail à effectuer, et notamment évaluer la pollution et la contamination de certains sols. Ensuite, élaborer en fait tout un processus de collaboration entre les 3 écoles pour pouvoir intégrer dans chacune de ces écoles, étant son programme d'enseignement, les futurs chantiers du jardin. Et ensuite, sous l'égide de notre directeur des enseignements, on a mis un appel à projet en direction des élèves de ces 3 écoles pour y effectuer différents aménagements suite à une sélection de ce projet. Donc l'état des lieux, là on voit un plan masse de l'école. On s'est surtout occupé ces 3 dernières années du premier jardin, donc le plus au nord. Donc on voit qu'il y a une première parcelle. Cette parcelle-là, en fait, qui est totalement contaminée. Hein, donc c'est lié du coup aux différentes activités historiques du bâtiment. Et une butte qui n'a pas du tout été exploitée, mais qu'on a envisagé d'exploiter dès le début du projet. Cette seconde parcelle est destinée en fait à un second projet à venir. Et on va y appliquer notre modèle précédent sur cette parcelle. Mais on n'a pas encore exploité la seconde parcelle qui est plus au sud et qui est en fait adjacente à des immeubles d'habitation. Donc on s'est aidé de l'établissement de la ville de Paris, Nature Paris, pour y faire un inventaire de la faune et de la flore et une analyse de la terre, comme je vous le disais, elle a été fortement contaminée. Donc, avec dans le projet, plutôt un projet ornemental sur les terres contaminées et l'ambition de l'agriculture urbaine sur la butte qui, elle, ne l'était pas. Donc, on voit l'état de la butte avant le projet. Donc, durant toute la première année, on a mobilisé les étudiants des 3 écoles pour déblayer l'ensemble des gravats, mais aussi ensuite préparer le terrain de future culture. Ensuite, une fois ce travail de déblaiement fait, on a planté à la fois de la vigne, des pommiers et également installé une mare pour y intégrer une petite zone humide favorable au développement de la faune. Et ça a été également l'occasion, outre ces travaux en plein air, ces travaux de jardin, assistés par des techniciens de l'école du Breuil qui nous ont fortement aidé à choisir à la fois l'ensemble des essences et
et à gérer tout ce qui est arrosage, entretien des différents plants, etc. Ça avance pas. Donc il y avait également organisé différents ateliers. Là c'est un exemple d'atelier sur l'arbre en ville, qui ont été intégrés au cursus des élèves ingénieurs de notre école. Là par exemple on voit la tendance à l'enlèvement de ce type de grille pour laisser découvert les arbres en ville, puisqu'on s'aperçoit que ça permet notamment un meilleur écoulement des eaux autour des arbres. Donc, si vous voyez ça à Paris, par exemple, si vous voyez ce qu'on appelle des mauvais arbres, entre guillemets, autour des arbres, c'est pas un défaut d'entretien des techniciens de la ville, mais c'est vraiment un choix délibéré de laisser la végétation se développer autour des arbres. Donc là, on voit à l'issue des travaux cette fameuse butte qui a été aménagée, donc à la fois avec les plantations, mais aussi la construction par les élèves de l'ensemble du mobilier de jardin. Et on voit par exemple là, c'est à une année d'intervalle, les différences liées aux précipitations, puisque c'est le même jardin, mais avec au 1er juillet 2017 certaines sécheresses, et au 1er juillet 2018 une végétation verdoyante. Donc il y a un peu plus de 6 mois, nous avons installé un composteur qui est accessible à l'ensemble des personnels et des élèves de l'école, et plusieurs bassins de récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage. Et un petit clin d'œil à l'épisode des Jeux que nous avons tous vécu en mars dernier. Et voilà, si vous avez des questions sur cette initiative, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Fabien. Alors, nous allons passer aux actions en faveur du développement durable avec le Jean-François Hugo, qui est responsable de la communication interne au sein de l'IGN, donc qui représente l'énergie. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-François Bugeaud. Je travaille à l'Institut géographique, l'ancien Institut géographique national, maintenant Institut national de l'information géographique et forestière, dont fait partie l'ENSG, qui est sur le campus de Marne-la-Vallée. Donc l'ENSG dans l'École nationale des sciences géographiques. Voilà. Donc, je vais aborder très rapidement un peu tout ça. Donc, je vous présente un petit peu rapidement l'école parce que le contexte fait partie de l'ensemble. Parler du développement durable, bien sûr, et des différentes actions, et voir que finalement, le développement durable au sein de l'ENSG-IGN, c'est quelque chose qui est imprégné au cœur de notre métier et qui, depuis de nombreuses années, il y a des actions dans ce domaine-là. Donc, tout d'abord l'école. Donc l'école, l'ENSG qui est spécialisée dans les sciences de la géographie, donc la géomatique, avec de nombreux cursus, et ça va du BTS jusqu'aux écoles, jusqu'au master, en sachant que la spécificité de l'école, c'est qu'elle forme le personnel de l'IGN et en même temps du personnel, ce que nous on appelle civil. Donc on a vraiment différents publics. Et elle dépend donc de l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc l'IGN. Donc ensuite, je vous parle rapidement de l'IGN, qui est quand même un établissement public, donc on a quand même des contraintes assez importantes au niveau de l'administration. Donc nous sommes sous double tutelle, notre tutelle historique qui est donc le ministère Transition écologique et solidaire, évidemment, qui est quand même le développement durable, fait partie de son domaine de compétences. Nous avons aussi la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que
Il y a quelques années, nous avons été fusionnés avec l'inventaire forestier national, donc nous avons la casquette aussi de l'agriculture et tout ce qui va avec, et nous avons de nombreux autres ministères qui sont présents à notre conseil d'administration. Donc on ne peut pas non plus faire, on a de très fortes contraintes dans beaucoup de domaines. Donc, alors, le développement durable, comme je vous le disais, est quand même présent très fortement dans notre cœur de métier. Notre métier, c'est les sciences géographiques. On a une école qui forme aux sciences géographiques et donc on fait de nombreux éléments. On fournit des référentiels, on étudie le terrain, on va sur le terrain, on voit l'évolution de ce qui se passe sur tout le territoire national. C'est donc, ça fait partie de notre sensibilité naturelle. On fait des produits divers. On fait par exemple la carte des pentes, par exemple, pour savoir, ça vient de demande du ministère de l'Agriculture. Normalement, quand le terrain a une pente de plus de 10%, il ne faut pas le labourer au terre. Donc on fait plein d'éléments supports qui servent pour le développement durable. L'étude des crues, l'occupation des sols, qu'est-ce qui est, à quel endroit, sur quel sol. On a l'inventaire forestier qui est intégré chez nous et donc on va voir les différentes essences d'arbres dans les différentes forêts. Donc la carte forestière. Et donc on fait tout. On va du terrain, on analyse une donnée et on va jusqu'à la représentation par des cartes ou des bases de données qui sont quand même le support le plus important maintenant. Et donc, quand même, ça c'est... Je me suis un peu fait plaisir parce que j'ai travaillé à la cartographie de l'Institut géographique national et donc nous faisons des cartes et il y a eu quand même un effort fait très important au niveau de la carte de l'impression. On utilise du papier issu de forêts gérées de manière durablement. On a changé notre presse il y a quelques années pour avoir une presse qui soit plus économe en eau. Et on a eu le label Imprime Vert, qu'on fait renouveler régulièrement, qui est pour l'utilisation des critères, gestion des produits toxiques, faire attention au stockage pour éviter évidemment la pollution, et l'exclusion des produits toxiques dans le domaine du possible. Nous faisons des cartes, c'est de l'impression, et malheureusement, on ne peut pas les supprimer à 100%. Ce n'est pas possible. Et juste pour l'illustration, c'est une carte qui a été faite il y a un an, il me semble, avec l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité. Là, moi je sais qu'il y a le logo Imprime Vert ici. Donc le logo Imprime Vert est présent sur une bonne partie des cartes que nous faisons. Malheureusement, pas celles qui sont classifiées, parce que c'est classifié. Voilà. Donc, c'est quand même... On est un institut national, on a l'habitude de la lourdeur administrative, on est certifié ISO 9001, et dans l'idée du développement durable, on travaille actuellement dans la politique RSO, donc responsabilité sociétale des organisations, qui s'appuie sur la norme de ISO 26000. Et donc, on met en place des chartes et aussi un poids, je veux dire, sur tout ce qui est politique d'achat. On a des demandes là-dessus. Donc, quand on fait des achats, que ce soit préférence pérenne, on fait attention au développement durable, juste dans nos achats. Voilà. Donc, nous parlons, donc on est sur un campus, on parle des formations. Nous avons un master de développement durable, ce qui forme donc des personnes spécialisées dans le développement durable. Et même, on fait de la formation interne. La formation interne du personnel de l'hygiène est faite en grande partie à l'UNSG ici. Et donc, dans le catalogue de formation, nous avons des formations accessibles à tout le personnel de l'hygiène, dont celui de l'UNSG, sur le développement durable, tel que l'éco-conduite, responsabilité sociétale, les grands principes du développement durable. Nous avons aussi en communication interne, nous faisons de la sensibilisation au développement durable. Là, je vous ai nommé quelques actions qui ont été faites dernièrement. Donc, des fois, c'est des trucs tout bêtes mais qui sont utiles. Savoir réparer son vélo. Quand on va au boulot en vélo, savoir le réparer, c'est mieux. Essai de vélo électrique, essai de véhicule hybride, sensibilisation au gaspillage alimentaire. Ah oui, je voulais dire que nous avons fait une campagne de sensibilisation aux gestes écologiques et du développement durable en interne,
avec questionnaire, et les gens pouvaient gagner des mugs en plastique recyclé qui permettaient, dans la machine à café, au lieu d'avoir un gobelet jetable, on pouvait mettre son mug. On a une machine à café qui détecte qu'il y a un mug, et donc on gaspille moins de gobelets, tout simplement. Donc, l'IGN a mis en place un plan, un PDE, un plan de déplacement d'entreprise, avec toutes les contraintes que ça engage, donc notamment diminuer l'objectif, c'est de diminuer le bilan carbone. Donc le bilan carbone est fait de manière régulière et on met en place des actions parce que nous avons, comme ISTA, nous avons de nombreux sites sur toute la France, nous avons à peu près une dizaine et donc en fonction des sites, on essaye de faire ce qui est possible pour diminuer le bilan carbone. Donc il y a deux actions. Il y a l'action des déplacements entre le domicile et le travail. Donc dans les actions possibles, on développe le télétravail. À l'IGN, en fonction du poste, vous pouvez être en télétravail jusqu'à 3 jours par semaine, ce qui fait comme des déplacements en moins. Vous avez, alors là c'est par la contrainte, pour certains sites on a diminué le nombre de places de parking, mais quand on peut moins facilement se garer, on essaie de trouver une alternative plutôt que de devoir payer le stationnement. Il y a la prise en compte des transports en commun. Quand on cherche une nouvelle implantation, quand on cherche de trouver une implantation qui soit desservie par les transports en commun, et ça c'est comme assez vieux dans la politique de l'établissement. Par exemple, l'ENSG qui est là, est sur le RER A. Le site principal de l'IGN est sur Saint-Mandé, donc c'est à 10 minutes du RER A. Donc en moins de 40 minutes, en transport en commun, de porte à porte, vous allez du site principal jusqu'à l'ENSG. Donc il y a aussi des incitations pour prendre le vélo, développement de places de parking de vélo, tout simplement. Possibilité au personnel de prendre une douche, c'est tout bête, mais pour éviter que vos voisins au centre transpiré soit plus agréable de prendre une douche le matin. Et ensuite, le remboursement des frais kilométriques en symétrie des frais kilométriques pour la voiture, on fait celle pour le vélo. Et aussi, l'ENSG propose quelques logements, parce qu'il y a quand même des contraintes budgétaires, mais quelques logements qui sont soit directement à côté de l'école, soit à côté du site principal de l'IGN. Ça veut dire que par le RER, c'est facilement accessible. Vous avez, il n'y a pas que le déplacement des gens de chez eux jusqu'au boulot, il y a aussi le déplacement au sein de l'entreprise. Donc, on va préférer prendre le train plutôt que prendre l'avion. Pour le bilan carbone, c'est mieux. Diminution du nombre de véhicules. Les véhicules ne sont pas attribués à quelqu'un, ils sont réservables. Alors les véhicules sont aussi utilisés pour l'ENSG parce qu'il y a des stages sur le terrain, notamment pour une partie des gens, et donc ils utilisent le véhicule IGN. Dans la flotte de véhicules, on achète des véhicules hybrides et on va vers la cessation progressive des véhicules diesel. Alors, il y a aussi la politique immobilière, optimisation des locaux, ça veut tout simplement dire qu'on densifie. Pour le site de Saint-Mandé, par exemple, on a perdu plus d'un tiers de notre surface, et au lieu d'avoir des bâtiments en 1 étage ou 2 étages, on fait du 6 ou 7 étages, comme ce qu'on voit là à côté. Des bâtiments, les nouveaux bâtiments sont haute qualité environnementale, bien sûr. Si possible, sur Saint-Mandé, il y a des bâtiments qui utilisent la géothermie. Et on essaye, pour les vieux bâtiments, une campagne d'amélioration de la qualité de l'isolation des bâtiments. Ici en bas, je vous ai mis le bâtiment de l'ENSG, c'est peut-être un petit détail, mais on a des volets qui qui descendent et qui montent automatiquement en fonction du soleil et du vent pour essayer de ne pas avoir utilisé la climatisation. Alors, il y a aussi des actions sur le tri des déchets, donc pas toujours disponibles partout, mais donc nous avons le tri des déchets, le tri du papier. On a un organisme, au moins sur le site de Saint-Mandé, qui vient régulièrement ramasser le papier. Donc c'est vrai que pour nous, on fait des cartes, donc le papier, on en a pas mal, donc il y a matière. Il y a aussi donc des containers spécifiques. Donc moi je suis sur le site de Saint-Mandé. Dans tous les bureaux, vous avez la poubelle et la corbeille à papier à côté pour le recyclage. Vous avez le recyclage des piles, le recyclage du verre, le recyclage des plastiques. Et dernièrement, nous avons le recyclage du biodéchet qui est mis en place sur Saint-Mandé. Et si on continue, là j'arrive à la fin. Donc, parler de la restauration, un truc tout bête,
essayer de proposer sur différents sites de restauration à côté. Les gens n'aient pas besoin de prendre la voiture pour aller manger. Donc, sur AVNG, ils font partie, ils peuvent accéder à la restauration de l'UNPC, du STAR et l'UNSG, qui est à côté. Nous, à l'AUC, nous avons, à Saint-Mandé, nous avons l'AUC, qui est une association des utilisateurs de la cantine. Ça veut dire que la cantine est gérée par les utilisateurs. Ils sont au conseil d'administration. Ce qui fait qu'on a plein d'actions qui sont faites dans ce domaine-là, dans le cadre de l'amélioration. Donc, prévalence des circuits courts, préférence des produits de saison. Vous avez une proposition de produits bio, mise en place d'alternatives végétariennes, parce que la viande nécessite besoin de plus de ressources que les végétaux. Vous avez le tri des déchets, ce que je vous ai montré en bas, le couvert des assiettes. Ah oui, nous avons sur le site donc, possibilité de prendre ce que nous appelle des paniers repas, c'est-à-dire qu'on embarque, on peut aller manger dans un parc à côté ou n'importe quoi. Et dernièrement, ils ont opté pour des couverts et des assiettes qui sont biodégradables. Récupération du marc de café à la cafétéria, récupération des biodéchets. Et sur le site de Marne-la-Vallée, mais Lista en a mieux parlé que moi là-dessus, vous avez le tri des déchets, vous avez des propositions de plats végétariens, etc., etc. Donc vous voyez que j'étais quand même assez vite, mais on voit bien que le développement durable s'est imprégné chez nous à toutes les strates et depuis très longtemps, et on essaye de s'améliorer aussi le moins qu'on peut aller voir. Voilà. Merci à vous. La prochaine intervention, Philippe Demange, qui est directeur du patrimoine immobilier et logistique à l'UPM, qui va nous exposer les dispositifs en termes de développement durable au sein de l'UPM, et qui ensuite présentera l'expérience inter-établissement ESSIE, EMSAVT, ENPC et l'UPM en matière d'énergie. Voilà. Donc ce qui est relativement encourageant, c'est qu'on voit dans les différents établissements qu'il y a beaucoup d'expérience, et je suis tout à fait optimiste quant à la fusion du SAVFL, parce qu'on va pouvoir échanger les bonnes méthodes, et il y a beaucoup de choses qu'on pourra effectivement mutualiser. Donc c'est pour ça que je vais aller vite, parce que je vois que les collègues de l'USTAR ont fait exactement la même chose. D'ailleurs, on s'était dit avec Philippe Avril, qui est mon correspondant sur l'USTAR, qu'en fait on faisait le développement durable sans le savoir réellement. Donc on a été incité par un certain nombre de textes à le faire, notamment sur l'État responsable. Donc il y avait des notes depuis une dizaine d'années qui invitaient fortement à réfléchir sur les problématiques de reprographie, les problèmes de tri sélectif, de flotte de véhicules, etc. Donc, je ne vais pas y revenir trop. Juste pour la reprographie, donc effectivement on est passé à des photocopieurs multifonctions, fini les imprimantes individuelles. Mon expérience en développement durable, je n'ai pas été que uniquement à l'université, mais j'ai été aussi dans un grand établissement de recherche. Et donc quand on avait fait l'état des lieux des imprimantes, photocopieurs, etc. dans mon ancien établissement, on était extrêmement surpris du fait de trouver beaucoup d'imprimantes individuelles. Mais en fait, c'était simplement dû au fait que Dell, à l'époque, quand vous achetiez 2 ordinateurs portables, ils vous offraient l'imprimante individuelle. Et donc, le petit piège derrière ça, c'est que effectivement, l'imprimante est tout pédale. Vous étiez infosé à acheter le donneur, etc. chez Dell. Donc, vous voyez un petit peu le parcours qu'on a pu avoir. Sur le tri sélectif, donc, juste, on essaye de faire à l'université, on a une petite spécificité, c'est qu'on a beaucoup de formations. Donc là, j'ai une entrée via le développement durable par les bâtiments et mes fonctions, mais j'essaye de faire travailler les étudiants. Donc tout à l'heure, on a parlé du PDIE, le plan de déplacement inter-établissement. Donc on a effectivement aussi travaillé sur ce document avec Créteil à l'époque, parce qu'on devait fusionner avec eux, et donc il se trouvait qu'il y avait des formations en urbanisme de leur côté et de notre côté. Donc on s'était dit, vu la fusion, on va peut-être avoir beaucoup de déplacements inter-établissements, donc on a fait un document, mais malheureusement, donc, ce document est un petit peu tout à l'heure. Et ceci dit, les conclusions vont dans les mêmes conclusions que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci de gestion de flotte de véhicules, de déplacement inter-établissement, mais aussi des problématiques de déplacement de chez vous au travail. Et donc nous, on a développé uniquement par opportunisme l'autopartage avec Clem.
on en a parlé tout à l'heure, mais on essaie d'approcher aussi des logiciels qui permettraient de mettre les personnels en relation, ou les étudiants, de façon à ce qu'ils fassent du covoiturage. Évidemment, vous avez peut-être vu partout sur les routes que vous retrouvez souvent un véhicule avec une seule personne à l'intérieur, et généralement, ils font pratiquement tous le même trajet. Donc je pense que l'avenir, c'est l'autopartage. On pourrait effectivement, via des logiciels, des services, mettre en relation des personnes qui font le même trajet pour partager le même véhicule. Nous aussi, effectivement, on a des bâtiments, des nouveaux bâtiments qui sont HQE. On a aussi la chance d'avoir eu la main de l'État sur notre bâtiment Copernic, qui représente à peu près 25% de notre surface. L'université, c'est 100 000 m², Copernic, c'est 25 000 m². Mais c'était la moitié de la facture énergétique de l'université. Donc grâce au PPP, on va atteindre le facteur 4, donc qui est quelque chose d'assez important pour l'université. Donc juste aussi vous préciser que les gros challenges à venir pour toutes les universités et les établissements, c'est le coût de l'énergie. Et donc si on ne fait rien, on va avoir de sérieux problèmes de financement de l'énergie. Et même si on fait quelque chose, on va ne faire que compenser l'augmentation qui est programmée. Donc il y a une vraie urgence à réfléchir autour de ces éléments-là. Nous aussi, effectivement, on essaie de réfléchir autour de la place du vivant dans la gestion des espaces verts. On a fait une expérience autour de la bibliothèque et de la maison des étudiants avec des moutons. Donc à la fin de cette petit séminaire, on vous proposera de donner des noms à ces moutons, de les baptiser. On a aussi des abeilles, donc effectivement c'est un vrai souci en général sur la planète, la problème de la pollinisation. Mais on se fustige sur les abeilles, mais malheureusement il n'y a pas que les abeilles qui ont des problèmes. J'ai appris il n'y a pas très longtemps encore que les mouches par exemple disparaissent, et que ça va poser certainement un gros problème sur le cycle de vie. Donc on faisait du développement durable sans trop le savoir, mais dans tous ces éléments-là, on a beaucoup de progrès à faire. Donc notre collègue Milité a tout à fait raison sur le tri sélectif, on n'est pas exemplaire. Donc il y a beaucoup de choses à faire, donc on a relancé des études là-dessus. Sur la gestion de flotte du véhicule, merci aux collègues tout à l'heure d'avoir dit effectivement le vrai problème c'est le comportement humain. Donc quand des services ou des personnes ont leur véhicule personnel, etc., c'est extrêmement difficile de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est plus responsable, c'est de partager la flotte, de faire de la réservation, etc. On a exactement le même problème sur les problématiques d'occupation des locaux. Effectivement, avant de réfléchir à des choses très complexes comme isoler les bâtiments, etc., c'est quand même l'énergie qu'on ne consomme pas qui coûte moins cher. Et donc de se recentrer sur des bâtiments, peut-être fermer des bâtiments, effectivement supprimer peut-être les parties qui ne servent plus, revendre, etc. C'est des vraies logiques pas évidentes à mettre en place. Nous aussi, effectivement, sur la partie achat, il y a des progrès à faire. Donc j'ai des difficultés à faire comprendre effectivement qu'il faut passer au papier recyclé, etc. Il y a toujours effectivement là aussi le comportement humain qui fait que ah oui, le papier n'est pas de bonne qualité, il n'est pas tout à fait blanc, donc ça c'est pas bon, etc. Mais bon, quand on regarde la problématique de la planète, c'est des individus, donc collectifs, voilà, c'est pas très évident à mettre en place. Alors, juste, je voulais vous dire, c'est que les universités ont cet avantage d'avoir beaucoup d'associations qui permettent d'avoir des associations métiers, et on se rencontre assez souvent. On a des organisations nationales qui permettent de faire un petit peu évoluer les mentalités, et aussi certaines universités qui sont très avancées. Donc là, je vous avais donné l'exemple de l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, où ils ont lancé un concours en fait sur le comportement humain. Et rien que de travailler sur le comportement humain, ils ont gagné entre 10 et 15% de réduction d'énergie. Donc c'est simplement, je crois qu'un collègue de l'ISA a dit, arrêter de mettre le convecteur électrique, etc. Des fois, il faut revenir à des comportements que nos grands-mères, grands-pères avaient, c'est-à-dire mettre un petit pull quand il fait un peu froid, ça coûte quand même beaucoup moins cher écologiquement que de mettre un radiateur électrique. Et nous, on a des bâtiments qui datent de 20 à 30 ans.
on a des systèmes de régulation qui ne sont pas performants du tout. Donc quand on coupe le chauffage, on coupe d'un coup. Donc on ne peut pas se dire on va garder le chauffage, et puis si malheureusement au mois d'avril, au mois de mai, un petit coup de froid, on remet le chauffage. Donc ils ont travaillé là-dessus et ils sont arrivés à avoir des gains extrêmement importants. Donc je vais vous donner juste un coup là sur l'université. L'université c'est 1 million d'euros en fluide, gaz, électricité, eau, etc. Le comportement humain, ça nous fait une ressource de 100 000 euros par an. On pourrait réinvestir en développement durable et donc rentrer dans un cercle vertueux. Alors juste, je vous disais à l'introduction de cette journée-là que le développement durable c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux par d'un côté toutes les universités et de l'autre côté toutes les grandes écoles. Et donc je vous ai mis un petit peu les sigles. Donc on a aussi des associations qui sont très intéressantes, notamment des associations d'étudiants qui se mettent à travailler autour du développement durable. Et vous avez ici toutes les associations qui permettent d'avancer un petit peu sur le développement durable en université, et notamment qui proposent des labellisations. Donc le CIRCES propose toute une méthodologie pour arriver vers la labellisation qui permet d'avoir une reconnaissance. Et notamment, la labellisation, ça permet aussi d'avoir une communication positive par rapport au comportement qu'on a sur le développement durable. Je voulais juste vous donner ce document. Donc, ce document a été co-construit entre la CPU, la CGE et les associations que vous avez vues tout à l'heure en bas de page. Et donc, c'est un engagement vers des objectifs de développement durable, mais avec une prospective de faire travailler métier par métier. Donc, ce que je disais tout à l'heure à ma collègue de l'unité, c'est qu'effectivement, la problématique, elle doit être partagée. Chacun dans son domaine peut faire un effort sur le développement durable. Et donc, c'est le but de ce document. Donc, il reprend l'ensemble des objectifs donc de la COP21. Donc, ce sont des objectifs mondiaux, donc, qui sont portés aussi par la France. Dernièrement, notre ministre de l'écologie a fait un rapport aux Nations Unies pour dire où on en était sur le bilan de l'année 2017. Et il a eu le courage de dire effectivement que malheureusement, on est encore sur une pente dans laquelle les gaz à effet de serre continuent à augmenter alors qu'on s'était donné la possibilité d'infléchir la courbe. Voilà. Et donc derrière, vous avez l'exemple aussi d'un certain nombre d'actions qui ont été déclinées, donc avec les objectifs ODD en face, généraux, et ça permet comme ça, métier par métier, de faire sa propre analyse et de regarder où est-ce qu'on peut faire des progrès en matière de développement durable. Voilà, donc là, je vous avais mis deux fiches pour un petit peu voir quel métier, là c'est l'achat responsable, où on voit qu'on a beaucoup d'actions à mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'excuse Elias Testaoui qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a travaillé un petit peu ensemble. En fait, l'ESSIE, donc un laboratoire d'informatique et d'électronique qui travaille tout particulièrement sur les performances énergétiques. Et donc il a commencé à travailler, donc, comme on le voit ici, avec l'école d'architecture et Efficacity sur la problématique de la consommation énergétique. Donc tout le monde, je pense, tous les établissements ont commencé à travailler sur l'utilisation des contrats. Donc un contrat d'énergie, c'est un peu particulier, vous avez un abonnement qui est après de la consommation. Et l'abonnement, en fait, vous donne un talon de consommation sur lequel on s'engage. Et ce qui coûte très cher vis-à-vis des producteurs d'énergie, ce sont les pics. Donc vous avez des pics en fonction du type d'activité, etc. Donc aujourd'hui, on essaie de calibrer l'abonnement par rapport au pic de consommation. Et ça, c'est qu'une seule partie de la chose. Et ce que propose l'IS, c'est de travailler autour. Alors là, il fait une présentation de l'importance des deux établissements. Donc c'est peu important. Ce qu'il essaye de faire, c'est de créer un logiciel qui sera capable d'aller plus loin. Et notamment via notre
comptages minute par minute, très extrêmement précises. Et son idée, c'est de se dire, en fonction des types d'établissements, je vais essayer de croiser toutes ces données-là en fonction du type d'occupation, en fonction de la météo, en fonction du bâtiment, etc. Et d'essayer de voir entre les différents bâtiments qu'est-ce qui est comparable et où est-ce que je vais pouvoir jouer pour aller plus loin dans l'économie d'énergie. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu ici sur sa présentation. Donc l'idée, c'est au niveau de la collecte des données, utiliser toutes ces données pour le croiser avec le coût pour voir où sont les pistes d'amélioration. Donc derrière, voilà ce que je vous disais, il y a donc Elever, qui est une société qui arrive à fonctionner toutes les données toutes les 10 minutes. On a les données météo, on a les profils d'occupation, on a les factures, on va essayer de croiser tout ça pour voir comment on peut évoluer sur le développement durable. Donc là, j'avais fait une petite diapo pour vous expliquer un petit peu l'analyse qu'il fait sur l'ensemble de ces données-là, donc sur la partie temps et sur la partie finale d'analyse, donc au fur et à mesure qu'on monte dans la courbe. Vas-y. Et donc là, on voit la différence entre bâtiment de l'Essier et bâtiment de l'ENBAT. Donc méfiez-vous des échelles, parce que là on a 200 c'est ici sur l'échelle de l'Essier. Donc l'Essier a beaucoup plus de consommation énergétique à cause de cette salle blanche, où il y a beaucoup d'expérimentation. Donc l'école d'architecture est plus traditionnelle, c'est plutôt de la bureautique avec quelques salles informatiques. Et on voit, là c'est les nuages de points en fonction des données qui ont été mises en place par le logiciel. Et donc il y a une analyse de fait pour voir sur la partie, quelle est l'influence de l'occupation par rapport à la puissance énergétique consommée. Et donc il en décline un certain nombre de courbes de tendance. Et donc on va pouvoir regarder, alors là il le fait aussi par rapport à la température extérieure, par rapport à l'occupation, et on va pouvoir regarder quels sont les phénomènes. Donc quand on parle par exemple de réduire l'occupation, nous par exemple à l'université on a des plages d'ouverture assez vastes. On sait par exemple qu'on ouvre le samedi 4 bâtiments, alors que quand on analyse l'occupation, un seul bâtiment c'est nécessaire pour remplir le besoin. Donc on est typiquement sur ce type de calcul, de voir entre occupation et énergie consommée, quelles sont les pistes d'amélioration qu'on peut apporter. Alors donc là on voit apparaître le coefficient de corrélation entre les deux, consommation-occupation, consommation-température extérieure. Après, évidemment, il ne faut pas non plus, parce qu'une des facilités c'est de se dire, comme je vous disais tout à l'heure, il ne suffit de pas consommer. Donc, il y a beaucoup d'études qui se font sur la problématique, vous avez peut-être entendu parler de 1 degré de gagner, c'est 10% d'économie. Mais sauf que si effectivement ça joue sur le confort, évidemment, les gens auront tendance à revenir avec leur radiateur électrique individuel, etc. Donc la notion de confort, c'est vraiment une notion très importante. Il faut effectivement faire des économies, mais pas n'importe comment. Donc notamment, sur les 19 degrés, par exemple, ça peut être valable sur des bureaux, des personnels qui ont des métiers où les gens voyagent beaucoup, enfin, sont peu dans leur bureau. Par contre, une secrétaire, chez nous, une secrétaire pédagogique, ou un agent comptable, ou quelqu'un qui travaille en comptabilité pratiquement tout le temps dans son bureau, une variation de 1 degré, c'est extrêmement important. Et donc, pourquoi je présentais ça? Parce que c'est aussi la rencontre des gens qui font les opportunités. Quand j'ai connu cette expérience en cours, on s'est dit à l'UPEM, en cours, on va y aller aussi parce qu'on est intéressé pour effectivement aller un petit peu plus loin. Et on voit aussi l'USTAR apparaître dans le dispositif, parce qu'effectivement, on a pensé que ce type de dispositif qui fait travailler aussi des étudiants, pour le coup, est assez intéressant. Voilà. Merci Philippe. La prochaine intervention, Hervé de Falma, qui est maître de conférence HDR à l'UQM, et qui va nous présenter le projet communautaire de la mobilité libre sur la cité des cartes et de la web application mobilité des cartes et le parking day. Et on nous attend pour l'ouverture du buffet. Bonjour à tous, donc les présentations ont été faites. Je viens donc vous présenter un
programme ICIT qui a été initié par la chaire d'économie sociale et solidaire de l'université, dont l'acronyme est Cité des cartes. Alors, qu'est-ce que veut dire cet acronyme? Eh bien, commun interdisciplinaire de la transition écologique et solidaire sur la Cité des cartes. Donc, on a déjà parlé du ministère de la transition écologique et solidaire, même si souvent on oublie solidaire lorsqu'on le présente. Et effectivement, très souvent, Nicolas Hulot, lorsqu'il parle de la transition écologique, dit que l'économie sociale et solidaire est une des conditions pour réussir la transition écologique, d'où le nom qu'il a souhaité donner à son ministère de transition écologique et solidaire. Alors, non, je suis toujours sur interdisciplinaire, en effet, cette transition écologique et solidaire, elle suppose d'associer étroitement les sciences naturelles et les sciences humaines. Enfin, les communs, c'est peut-être plus ésotérique comme terme, c'est une manière de gérer les ressources qui se distingue du marché et de l'État. Elle se caractérise par, d'une part, la mise en commun ou la production en commun des ressources, ensuite la mise en avant du droit d'accès ou du droit d'usage sur les ressources par rapport au droit de propriété. Il y a la semaine dernière un amendement qui a été porté en commission des lois pour la révision de la Constitution afin d'introduire dans l'article 34 de notre Constitution cette notion de commun et de bien commun qui vient limiter le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Et puis c'est aussi une manière de gérer collectivement ces ressources à travers une auto-organisation. Alors, on est parti sur un premier commun expérimental sur la Cité des Cartes autour de la mobilité douce et partagée à travers une équipe projet recherche et développement qui associe des chercheurs de l'UPEM, de l'IVP et de l'ESIE, et puis aussi avec des étudiants et des acteurs socio-économiques. Et pour faire émerger ce commun expérimental, nous avons en 2018 initié 2 expériences, qui sont à la fois des expériences de recherche et des expériences aussi très concrètes. La première de ces expériences a été les 24 heures du hackathon. Alors le hackathon, c'est la contraction entre hacker et marathon. Donc c'est l'idée de réunir des développeurs sur un temps assez long, là 24 heures, pour que pendant 24 heures, eh bien, ils fassent du développement. Et ça s'est passé à la centrifugeuse, entre le vendredi 1er et le samedi 2 juin 2018, avec pour premier objectif donc, de développer l'application de covoiturage, mobilité des cartes. Alors ce sont notamment des étudiants du master CLW et puis du master IMAC qui ont contribué au développement, à ce prototypage d'une application donc, de covoiturage qui va se développer dans les mois qui viennent. Et puis, l'autre objectif de cet hackathon, c'était de créer une communauté, puisqu'un commun, c'est une communauté, donc c'est le marché de l'État, mais c'est plutôt une communauté qui se met en place. Et donc voilà, au bout de 24 heures, voilà ce qui est resté de la première communauté pour poursuivre ces objectifs d'une mobilité douce et partagée. Alors partager, c'est le covoiturage. Bon, ici, ici, le 10 juillet, on se rend un peu moins compte que notre campus est saturé de voitures, mais en pleine saison, on va dire, on se rend compte que, notamment quand on voit l'utilisation, et j'y reviendrai, du parking sauvage sur le bord des routes, que notre site est saturé de voitures. Donc partager, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe, les voitures avec l'autopartage ou le covoiturage permet d'avoir moins de voitures sur le site et en même temps de laisser place à une mobilité douce sur le site. Alors la deuxième expérience que nous allons initier pour que cette communauté autour d'une action en faveur de la mobilité douce et partagée puisse se développer et avoir des résultats. On a parlé tout à l'heure de la Semaine européenne de la mobilité. Eh bien, c'est pendant cette semaine qu'a lieu le Parking Day, qui est un événement mondial qui est né aux États-Unis et qui a pour esprit d'occuper des places de parking, de détourner des places de parking pour montrer un autre usage que celui du parking où la voiture stationne, un autre usage avec une valeur environnementale et une valeur sociale. Et donc, nous allons, et c'est le 3e vendredi de chaque mois de septembre, que depuis 8 ans, cet événement mondial a lieu.
donc dans la plupart des pays du monde. Et nous allons organiser un parking day donc à Marne-la-Vallée avec une occupation du boulevard Descartes. Donc nous travaillons évidemment avec la mairie de Champs pour pouvoir avoir une occupation tout à fait légale pendant une journée du boulevard Descartes et donc qui passe devant Copernic et surtout de ces parkings sauvages afin d'informer, de sensibiliser, d'expérimenter, de construire en commun la mobilité douce et partagée donc sur la cité Descartes. Et donc je vous donne rendez-vous le 21 septembre prochain pour avoir des idées pour d'autres usages que celui du parking sur le boulevard Descartes. Bonnes vacances. Merci beaucoup Hervé. Nous allons presque clôturer parce qu'on réserve un petit moment de musique là, à la fin. Donc Pauline Blond qui est chargée de développement et d'expérimentation territoriale et de démonstrateur, équipe projet ici de demain au sein de l'Université Paris-Est, avec une intervention de campus sur l'échelle intéressante pour coordonner des actions structurantes et pérenniser projets et dispositifs dans une perspective de développement durable. Donc bonjour à tous, je vais essayer de faire rapidement, qu'on nous attend il paraît pour le repas. Alors, je m'appelle Pauline Blonde, je travaille dans l'équipe projet ICIT à la Commu Paris-Est. Donc pour rappel, en fait, le périmètre du projet ICIT, il concerne les 6 établissements qui constitueront prochainement l'Université Gustave Eiffel, ainsi que l'école des Ponts qui sera associée par voie de convention à cet établissement. Comme vous le savez, cet établissement concourt à créer le site d'enseignement supérieur et de recherche sur la ville de demain, qui manquait jusqu'alors en France. Sur la base, des forces de recherche et formation déjà présentes au sein des établissements sur ces sujets, le projet ICIT Futur vise à démultiplier les croisements disciplinaires et thématiques pour appréhender les villes de manière systémique, générer de nouvelles approches et connaissances, et cela à différentes échelles de déploiement, du laboratoire au démonstrateur co-construit avec des partenaires. Pour répondre à ces objectifs, l'ICIT apporte des moyens supplémentaires, avec notamment une équipe de 8 chargés de projet. L'ICIT induit ainsi un effet levier sur les différents projets qu'il coordonne et impulse. Pour cela, l'équipe mobilise les communautés, anime des groupes de travail et contribue à structurer l'écosystème. Je travaille sur le volet Vide Campus, et comme on l'a vu ce matin, ce campus sera donc pluricite, même à l'échelle nationale. Au vu du positionnement thématique sur la ville de demain du futur établissement, une gestion et des pratiques responsables et de développement durable sur le campus représente donc, on peut dire, un enjeu de cohérence et d'attractivité. En outre, si tous les acteurs socio-économiques ont un rôle à jouer dans la transition écologique et énergétique, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ont une responsabilité toute particulière sur ces sujets-là. En effet, les sites universitaires forment les citoyens et professionnels de demain, et les campus tendent à être le creuset des pratiques et usages à venir, et visent en ce sens à donner l'exemple, inspirer, tester. Et Philippe en a déjà un petit peu parlé, mais rappelons qu'avec l'augmentation du coût de l'énergie, les universités doivent se doter aujourd'hui de dispositifs pour désamorcer ce qu'on peut appeler une bombe énergétique, soit finalement le risque que le coût de fonctionnement des équipements il grève le budget global des universités. En parallèle, on note que c'est aussi une attente, une demande forte des communautés académiques du site. La consultation nationale des étudiants pour le développement durable, qui a été menée en 2016 par le REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable, elle souligne en quoi les étudiants sont demandeurs de politiques et actions de développement durable sur leur campus et auxquelles ils souhaitent prendre part. Donc on peut, voici deux chiffres de cette consultation. On voit que 81% des sondés souhaitent que leur futur métier intègre les enjeux du développement durable et 56% souhaitent qu'un comité de développement durable avec une gouvernance partagée soit mis en place. Pour les étudiants, participer à de tels projets est une manière complémentaire de se former, leur permettant de développer des savoir-être, des savoir-faire utiles et valorisables sur le marché du travail. D'ailleurs, un récent décret en 2015 demande aux établissements d'enseignement supérieur
de mettre en place des espaces de validation des compétences de l'engagement étudiant. Donc face à ce contexte un petit peu large et ces enjeux, on vient de voir dans la matinée différents exemples inspirants. Et je vais maintenant vous parler de l'intérêt de l'échelle du campus et de l'effet levier du projet ici pour coordonner, impulser, pérenniser certaines actions. Alors des premiers pas ont déjà été réalisés. On peut par exemple revenir sur la première session des Future Days en novembre dernier. Alors les Future Days, c'est l'événement annuel du projet ici de Futur. Les ateliers sur le campus en 2030 ont lieu avec des sujets tels que l'économie des ressources ou encore l'engagement citoyen. Nous avons constitué des équipes mixtes composées de partenaires locaux, entreprises, collectivités et de nos communautés, enseignants-chercheurs, étudiants, personnel administratif. Ce qui a permis de partager des visions, de faire émerger des idées, les idées les plus plébiscitées, tout en intégrant les contraintes et les opportunités à venir. Ensuite, en avril dernier, a eu lieu la première édition de la Semaine étudiante du développement durable sur le site, semaine qui s'inscrit dans un calendrier national défini par le REFED. L'idée était d'avant tout de valoriser les initiatives existantes dans les différents établissements et de les connecter entre elles, qu'elles se connaissent, et puis que chaque porteur de projet puisse aussi recruter des nouveaux volontaires. Ces événements ont été coordonnés par un groupe de travail ici, qui s'appelle Événements Culture, du volet Vie de Campus, et il est composé de référents dans chacun de vos établissements et également de partenaires du territoire comme la mairie, la communauté d'agglomération, le CROUS et l'agence des cartes développement. En fait, l'intérêt d'un tel regroupement, c'est de coordonner des événements ayant lieu dans plusieurs structures pour établir un programme commun lors de calendriers nationaux, type Semaine de la mobilité, Fête de la science, et de créer des synergies entre volontaires qui peuvent être isolés dans leurs propres établissements. Ensuite, depuis janvier, une nouvelle maîtrise d'œuvre urbaine de l'EPAMA travaille sur le programme d'aménagement de la Cité des Cartes. Il s'agit de l'équipe Anouji Beltrando, peut-être que vous en avez entendu parler. Nous partageons avec eux des objectifs programmatiques de développement durable et d'aménagement frugal. Par exemple, des réflexions sur la mobilité douce ont été engagées également avec la communauté d'agglomération et l'EPAMA. La commission aménagement mobilité de l'ICIT va se pencher durant l'été sur le devenir du LOY. Alors le LOY, c'est ce triangle entre le bâtiment Copernic et ici, entre le bâtiment Copernic et le bâtiment ONG ENPC. Et l'idée, c'est de réfléchir de concert avec Anouji Beltrando sur, justement, on a souhaité avec Anouji Beltrando la préserver de la construction de nouveaux bâtiments. Et nous allons réfléchir avec la commission sur la manière d'en faire un espace totem, porteur de services et d'une plus-value pour les usagers. Alors, ensuite, je vous propose d'explorer quelques pistes de travail. Je vais commencer par une initiative pédagogique qui s'appelle le SULI-Test, ou Sustainable Literacy Test. En fait, c'est un outil pédagogique de sensibilisation aux enjeux de développement durable. Donc, c'est les mêmes que présentait Philippe Demange tout à l'heure. Donc, c'est les 17 ODD qui portent aussi bien sur le changement climatique que l'inégalité entre les sexes ou encore la lutte contre la pauvreté. Et l'idée est de faire passer aux étudiants le test en début et fin de cursus afin de mesurer la progression des élèves, l'impact des formations et de surcroît de contribuer à alimenter l'état et l'évolution des connaissances sur les objectifs de développement durable au niveau mondial. Deux des établissements du consortium ICIT, le IVP et le NPC, font déjà passer ce test. Donc l'idée, c'est aussi de l'élargir et puis de contribuer à créer des questions. Parce que ce test, c'est aussi, on peut aussi contribuer à créer des questions, et notamment le site, ça serait pertinent qu'il participe à l'ODD 11, à contribuer aux questions sur l'ODD 11, puisqu'aujourd'hui, il y a peu de questions comparées, par exemple, à l'ODD sur le climat. Ensuite, je voulais vous parler d'un modèle de structuration et coordination des actions de développement durable sur les campus qui s'appelle les Green Office. Alors, ils sont nés aux Pays-Bas en 2010, et maintenant, ils sont essaimés dans plusieurs campus européens. En fait, c'est des communautés ou plateformes d'acteurs qui sont engagés dans des démarches de développement durable. Et ils ne se substituent pas aux associations, mais ils sont un lieu les référençant et les accompagnant dans la concrétisation de leurs projets. Et on trouve que ce modèle est intéressant pour la Cité des Cartes parce qu'il permettrait de répondre à plusieurs difficultés récurrentes
sur la mise en œuvre sur le long terme d'actions de développement durable et de responsabilité sociétale, parce qu'il facilite la prise de connaissance des initiatives existantes, la connexion des ressources entre elles, que ce soit l'expertise scientifique, technique, les ressources financières, l'énergie, les idées, le temps. Et il permet de capitaliser sur les initiatives au-delà du turnover étudiant. Lors de la semaine étudiante du développement durable, nous avons transmis un questionnaire sur l'intérêt d'un tel modèle à la Cité des Cartes. Et on peut voir que sur 60 réponses, 85% expriment un intérêt positif et 56% trouvent même que ce modèle est innovant, c'est-à-dire qu'il apporte une plus-value par rapport à l'existant. Et sur les 3 thématiques, on a proposé plusieurs thématiques, et les 3 plébiscités ou à traiter en priorité étaient l'énergie, la mobilité et les déchets. Et ensuite, alors en fait ça c'est la continuité du projet que Philippe Demange a présenté tout à l'heure avec Eliès et le AVT. Et donc c'est un projet de recherche, formation, action autour du métabolisme urbain de la Cité des Cartes. Autrement dit, l'idée c'est de dupliquer la méthode présentée par Philippe à d'autres flux et d'autres bâtiments. Et l'idée c'est de mesurer donc les flux entrants et sortants du site pour être capable de mieux observer, comprendre son fonctionnement et in fine agir pour améliorer son pilotage. L'idée c'est également de se servir d'un tel équipement observatoire pour mesurer les impacts des expérimentations et innovations qui pourraient être testées dans les bâtiments ou les espaces publics en lien avec les partenaires locaux. On peut dire que l'objectif d'un tel projet est donc double, à la fois améliorer la gestion durable du site et tout en s'en servant comme d'un outil pédagogique d'acquisition de connaissances et de mise en situation réelle de problématiques de recherche. Donc là, c'est les exemples de la mairie de Paris et du campus de Lille, où en plus c'est en lien avec un site de l'IFSTAR, puisque c'est sur la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, même si l'IFSTAR n'est pas associé à ce projet. Et justement, sur ce projet, nous inviterons tous les acteurs du site qui souhaiteraient contribuer à élargir du coup, le projet d'Eliès et de l'EAVT à d'autres bâtiments et d'autres participants du site. Nous invitons toutes ces personnes-là lors d'un séminaire à l'automne, donc nous vous communiquerons plus précisément bientôt. Et enfin, une dernière piste, les 21 et 22 novembre prochains aura lieu la seconde édition de l'événement annuel du projet Ici de Futur, donc les Future Days, et la boîte à idées est ouverte si vous souhaitez contribuer à rendre cet événement exemplaire. Et pour conclure, si l'on se base sur les 3 principes définis par la charte du réseau international des campus durables, l'ISCN, qui définit les actions du développement durable à 3 niveaux, donc au niveau du bâtiment, du campus et finalement intégré à toutes les missions de l'université, que ce soit la recherche, la formation, les services, mais aussi la diffusion des connaissances et de l'expertise. On peut dire que finalement, enfin même par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est que le site a un petit peu des actions aux 3 niveaux. Et on peut aujourd'hui compter sur un vivier d'acteurs, d'experts et de personnes motivées. Maintenant, l'objectif, c'est un peu de monter en puissance, de mieux communiquer entre les initiatives et de relier les différentes ressources. Et un atout indéniable, c'est bien sûr le cœur de recherche et formation, mais également le fait qu'on soit dans un écosystème local qui est motivé pour aller dans ce sens. Et donc, pour vraiment conclure, on peut dire que la création de la nouvelle université représente une réelle opportunité pour repenser le développement durable dans son action globale sur les différents pans d'activité. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va un petit peu accélérer, donc Luc Chevalier. Alors, on va vous faire voter pour donc, le nom des moutons qui sont de la métier étudiante. Donc, on va faire vite. Ce sont les noms d'universités Romaine qui ont été proposés par des enseignants-chercheurs antiquisants de l'UQAM. On va vous proposer un choix de noms masculin et féminin. Donc, pour la distribution du boîtier à montrer. Voilà, et après, on vous remettra, j'en profite pour faire l'annonce en même temps, on vous
remettra à la sortie des tabourets en carton recyclé qui viennent d'une société française qui s'appelle Cardotoile, qui édite en collaboration avec les architectes du mobilier en matériaux recyclés. Voilà, vous pourrez vous asseoir. C'est très important de rendre les boîtiers, parce que ce sont des boîtiers qui se servent de NESIP en termes d'innovation pédagogique, donc c'est un matériel assez précieux à l'hiver. Précieux et cher. Qui n'est pas réservé à l'ESIP, d'ailleurs, j'en profite pour faire une proposition tout à fait désintéressée. Ces boîtiers-là, on en a 200 qui sont répartis 100 à Lavoisier, 100 à Copernic, et ils sont à la disposition des enseignants qui souhaitent les utiliser dans leur formation. Et il y a même un petit tuto que je peux faire pour ceux qui sont intéressés. Donc on commence par l'opération des noms pour nos boutons. Je ne sais pas si ça s'appelle une allitération ou une assonance, peut-être qu'il y a des linguistes qui peuvent m'aider. Enfin, je trouvais que le nom était joli. Et puis, comme on est à l'université, donc on apprend plein de choses. Alors, ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses sur les divinités. Et c'est parmi ces divinités-là qu'on vous propose de voter. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur les divinités parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais je vais juste en profiter pour vous dire deux mots sur les boîtiers que normalement chacun a. Alors on va voter deux fois, une fois pour les brebis, donc les Madame Mouton, et puis une fois pour les moutons, qui sont les Monsieur Mouton. Et à chaque fois, donc, on vous a fait un certain nombre de propositions. Pardon? Ah là 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 là. Alors, donc, vous avez une liste de choix que vous avez proposés, vous allez voir, c'est facile, c'est écrit A, B, C, D, et puis plus, et vous appuyez sur le bon bouton. Alors, si jamais ça ne marche pas, généralement, il y a une petite lettre, elle se met à clignoter, donc c'est sûrement que vous n'êtes pas sur le bon canal. Le canal, normalement, c'est le canal 41. Et donc, si ce n'est pas sur le canal 41, on peut très vite corriger. C'est écrit 41, quoi. Oui, ça devrait marcher comme il faut. Alors, je vous propose une petite question pour se mettre dans le bain et vérifier que tous les boîtiers fonctionnent. Alors, très vite, alors, c'est une question de berger, donc normalement, ça ne nécessite pas un haut niveau d'études. Tout le monde va pouvoir répondre assez facilement. C'est quoi ce... J'ai dit quelque chose de pas politiquement correct. Alors, vous n'hésitez pas à répondre. Sinon, il répond au hasard, c'est pas grave. Il faut voir si les boîtiers fonctionnent. Alors, je pense que vous êtes plus que 23, 39, 40. Pour un pays, il y a l'air d'avoir un nombre significatif de boîtiers qui fonctionnent. Donc s'il y en a encore qui hésitent un petit peu, allons-y. 66, 60. Bon, je sais combien on va aller. Alors si jamais vous êtes trompé, vous pensez que vous êtes trompé, vous réappuyez sur la réponse que vous considérez comme bonne, c'est la dernière réponse qui compte. Attention, pour 90, on va peut-être 100. 95. Ça s'arrête pas. Ah, bon, encore. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, 100. Bon, formidable. Alors, avec 100 boîtiers, on va avoir un résultat significatif, j'espère. Voilà, en général, tac. Bon, alors tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est typique des questions. Quand je pose ça en amphi, en général, je refais une petite phase d'explication derrière, parce que ça veut dire que tout le monde n'a pas bien compris le concept. Alors, je préfère les questions où parfois il y a 90% de réussite. Là, au moins, ça veut dire que l'idée est passée. Alors, bon, comme dit notre ami Berger, ce n'est pas si difficile. Et si on pose le problème scientifiquement, on obtient la réponse C. Donc, c'est 5
5 et 7. C'est assez facile de s'en rendre compte. 5, si on en prend un, celui qui a 7, ça fait 6, et celui qui a 7, il se retrouve avec 6, donc ça c'est bon pour la première. Et si celui qui en a 5, il en donne un à celui qui en a 7, eh bien, il se retrouve avec 4, et 8 de l'autre côté, ça fait double. Donc c'était la réponse C. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous avez, on commence par les brebis, vous avez 6 propositions de noms avec des explications à côté, histoire d'enrichir aussi votre culture. Aglaé, Ofris, Féronia, Pomona, Tali, Vesta. Alors c'est coup de cœur, vous votez. Et les 4 noms qui auront le meilleur score, eh bien, on les retiendra pour baptiser nos brebis. Tout à l'heure, on a dépassé un peu au-delà du 100. Donc tout le monde a dû s'exprimer. Ça monte encore. Bon, c'est à peu près stable à 106. Alors vos choix vont. Voilà, clairement, le deuxième, qui est très compliqué à prononcer, n'a pas fait l'unanimité. Et après, ça se tient dans un mouchoir de proche. Aglaé, mais c'est quasiment dans le sens ça va être facile à retenir. Comment on va les identifier? Ils auront une étiquette, on va leur graver dans l'oreille. Vous voyez? Alors maintenant, on va passer au mouton. Mouton. Et donc, le vote est ouvert à nouveau. Alors cette fois, c'est écrit en plus petit, puisqu'il y en a plus. Et il faut dire qu'il y a plus de mâles aussi dans les moutons qui sont dans le pâturage. Alors, niveau position, oui, il y a quelques-unes que je connaissais. Tout à l'heure, il y a des zéros. Ampelos, Bacchus, Éole, Janus, Martias, Pan, Kyrius, Rodius, Méomis et Vertumnus. Il n'y a plus d'hésitation. Tout à l'heure, on a fait 106, on doit pouvoir être capable de faire au moins 106. 104. Ça va s'arrêter là? Bon, il y en a peut-être 2 qui n'aiment pas tout les composer. Alors, le F, c'est Pan. Ça, c'est facile à écrire. Et après, c'est un petit peu plus distribué. On a le C, Éole, et Bacchus. Alors, finalement, c'est peut-être ceux qui sont le plus connus, qui ont eu plus de succès. Eh bien, on vous remercie d'avoir voté. Et on vous souhaite un bon appétit. Mais surtout, n'oubliez pas de rendre vos votes.